Alors donc, ce grand 3, c'est cette hiérarchie sociale qui est de plus en plus contestée, de plus en plus remise en cause. Pourquoi? Eh bien parce que on a une classe sociale qui est pivot, qui est celle de la bourgeoisie. Les bourgeois, ce sont, d'un point de vue étymologique, ceux qui vivent au bourg, ce sont ces marchands, en tout cas les catégories les plus riches, mais qui, si l'on suit la hiérarchie de la société d'ordre, font partie du tiers-état. Or, cette bourgeoisie, à l'époque, s'enrichit. Elle est même le véritable moteur de l'économie du royaume. C'est la grande bourgeoisie marchande, notamment, celle qui bénéficie aussi du commerce triangulaire, entre autres. Eh bien, cette bourgeoisie va acquérir progressivement ou amasser une très grande richesse et puis accéder à des charges qu'ils vont payer anoblissantes. Ils rentrent ainsi, ils deviennent par exemple membres de la noblesse de robe et néanmoins réclament un pouvoir politique qu'ils ne détiennent toujours pas et qui les distingue de la noblesse, ce qui crée énormément de tensions. De son côté, la noblesse de sang, la noblesse la plus ancienne, rejette et voit d'un mauvais œil ses parvenus, cette noblesse de robe qui a acheté le plus souvent ou obtenu par faveur royale une charge anoblissante. On sait que dès Henri IV, le surintendant Sully met en place ce qu'on appelle la pollette, c'est-à-dire une taxe qui permet aux nouveaux nobles de conserver dans leur famille ces charges anoblissantes. En payant cette taxe, donc la pollette, eh bien, le nouveau noble va pouvoir transmettre cette charge eh bien, à ses enfants. Et c'est ainsi que naissent de nouvelles lignées nobles. Ce qui est très intéressant pour l'État parce que ça fait rentrer énormément d'argent dans les caisses et l'État royal au XVIIe et au XVIIIe siècle en a plus que jamais besoin. Mais cela est très mal perçu par la noblesse d'épée, la noblesse d'origine qui voit son statut remis en cause. Et donc, la noblesse va réagir de différentes manières, par la fronde déjà. Le jeune Louis XIV, quand il est encore mineur, c'est sa mère qui est régente. Et à cette époque-là, eh bien, ce qu'on appelle les grands vont multiplier les révoltes et remettre sérieusement en cause le pouvoir, notamment au moment de la fronde, c'est-à-dire que le pouvoir royal est en danger, très concrètement, à l'époque. Il y a également ce qu'on appelle les remontrances. Par une remontrance, les parlements, qu'il s'agisse du Parlement de Paris ou les parlements de province, on en trouve un certain nombre en province, peuvent faire un certain nombre de remarques au roi, notamment sur sa politique, en particulier fiscale. Ces remontrances n'ont pas valeur de loi. Néanmoins, il peut être malvenu pour le roi d'aller à l'encontre de ces remontrances. Cela peut arriver que le roi fasse fi de ces remontrances et par ce qu'on appelle un lit de justice, impose quand même sa volonté royale. Toujours est-il que ces remontrances se multiplient sous Louis XVI, dont on reproche les velléités, et notamment les velléités de ses ministres comme Turgot, eh bien de diffuser l'impôt sur les ordres privilégiés, notamment la noblesse, qui, encore une fois, se distingue parce que la noblesse est privilégiée, elle ne paye pas l'impôt. À partir du moment où on lui demande de payer l'impôt, de contribuer à l'effort fiscal, et bien à ce moment-là, c'est tout son statut social qui est remis en cause et c'est toute la société d'ordre qui est remise en cause. Et donc, à de nombreuses reprises, les nobles vont parvenir à faire plier les ministres successifs, notamment donc Turgot, et on aura aussi Loménie de Brienne, il y aura également Necker. Tous ces ministres-là vont littéralement se casser les dents sur la volonté
de cette noblesse, eh bien, de garder ses privilèges. D'autant plus que cette noblesse parvient à obtenir des rois successifs un recul de la diffusion de la noblesse, donc par acquisition, et on trouve de moins en moins de nouveaux nobles dans les décennies qui précèdent la Révolution française. Néanmoins, on voit quand même l'influence de la noblesse reculer, c'est indéniable. Dernier point, sur l'influence des femmes dans la société. Vous savez qu'il y a souvent un biais en histoire, hein, c'est-à-dire que c'est souvent ou trop souvent une histoire faite par les hommes sur les hommes. Et les femmes sont peu étudiées, peu mises en valeur, alors qu'elles ont souvent eu un rôle important. Un rôle important politique, c'est le cas de Madame de Maintenon, un rôle dans l'expansion et la diffusion des idées des Lumières, hein, les salons littéraires de Madame de Tencin ou de Madame Geoffrin ont permis aux grands philosophes non seulement de se rencontrer, mais ont offert dans leurs salons des lieux de débat pour les savants, pour les philosophes. Et puis, ce que l'on sait rarement, c'est qu'il y a eu des femmes, notamment artistes. Ça sera le cas de l'étude que vous allez faire sur Élisabeth Vigée-Lebrun, mais aussi des scientifiques dont le talent a souvent été méconnu, ou en tout cas a pu être critiqué. En tout cas, c'est les deux femmes que vous allez étudier, Émilie du Châtelet et Élisabeth Vigée-Lebrun, se distinguent en ce qu'elles ont tout de même obtenu une certaine postérité. Contrairement à la plupart des autres femmes, et il y en a eu de nombreuses, qui ont réellement accompli des choses absolument extraordinaires que l'histoire a passé sous silence, et c'est donc ce que je vous demande d'étudier en cette fin de chapitre pour découvrir un petit peu ces personnages extraordinaires que les sociétés patriarcales et misogynes ont trop souvent laissé dans l'ombre. Voilà, je vous laisse, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail.